Merci à tout le monde pour cette session un peu particulière sur le langage. J'ai bien entendu le message de Gemma sur la culture générale à apporter dans les études de médecine, qui est très louable, mais ça pose, à mon avis, deux problèmes. Le problème, c'est que la culture générale, ça ne s'apprend pas. Ça se fait tout seul. Et deuxièmement, je ne sais pas comment on va... Et ça voudrait dire qu'il faudrait déléguer à d'autres personnes que les enseignants de médecine cette pratique-là. Et moi, je pense que si tout le monde ne s'y met pas, c'est-à-dire que si le personnel soignant et enseignant ne se met pas, lui non plus, à la culture générale, ça sera certainement ça sera difficile. Mais enfin, c'est un objectif louable, ça c'est sûr. J'attends les questions dans la salle, si vous voulez bien. Tout d'abord, félicitations. Moi, je trouve que c'était des présentations de très haute volée. Et très personnellement, je regrette, je suis un peu frustré de l'absence de Pascaline Rocher, parce que je suis moi-même biographe hospitalier, donc j'ai la chance d'accompagner les gens gravement malades dans leur récit de vie. Et voilà. Donc j'aurais eu des questions à lui poser, mais c'est pas grave. Je voulais revenir sur justement cet aspect de culture générale dans les études de médecine, parce que selon moi, à la base, la médecine, l'enseignement de la médecine, il y a cette culture générale, parce qu'au départ, on enseigne bien le grec, le latin, et aujourd'hui, on a mis, c'est un peu plus en exergue, le côté mathématique. Et parce qu'à la base, la médecine est une médecine narrative, dans le sens où on interview, on s'entretient avec le patient, parce que ce sont des données importantes que doit recueillir le médecin. Et malheureusement, aujourd'hui, je pense qu'on s'intéresse plus à l'histoire de la maladie que l'histoire du malade, par exemple. Et je pense que le malade aurait gagné qu'on revienne à cette médecine narrative. Voilà. Et ma question était, je ne sais pas à l'ensemble ou à qui veut répondre, comment on a pu bifurquer comme ça. Alors je sais qu'il y a le progrès technique qui a fait qu'on s'est intéressé aujourd'hui aux symptômes. Donc aujourd'hui, on va traiter les symptômes et on va dire qu'est-ce que vous avez, on va parler de l'organe, ce que vous disiez très bien. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a une personne derrière cet organe. Donc comment on a pu bifurquer comme ça, voilà, si vous avez votre mot à dire là-dessus. J'étais long, désolé. Je ne pourrais répondre qu'à travers ma spécialité. Moi, j'ai vécu l'exercice de la gynécologie à un moment extraordinaire de l'histoire de la gynécologie. J'étais encore jeune étudiante dans les années 80, donc en immersion totale à l'hôpital, comme on est quand on est étudiant. Ensuite, j'ai bifurqué vers le libéral tout en gardant une part d'hôpital dans ma pratique. Et dans les années 80, c'était d'abord la réalisation pleine et complète de la contraception médicale et remboursée. C'était l'accès médical encadré, pris en charge à l'IVG. C'était les premiers bébés FIV qui naissaient en France, 82 à Paris, 80 en Angleterre, et à Montpellier, nous étions le 6e bébé éprouvette, le bébé FIV de France, etc., etc., etc. Vous ne pouvez pas vous imaginer comme c'était extraordinaire. Si je vous dis que ça nous a voilé la vue, je pense que vous comprendrez très bien ce qui vient de se passer pendant 40 années. On était émerveillés, on vivait dans un feu d'artifice de progrès. Il ne se passait jamais un trimestre sans qu'une technique nouvelle ne nous soit offerte pour mieux prendre en charge nos patientes. C'était quand même ça qui restait la finalité première. Mais on vivait dans une excitation de progrès terrible. Et moi, c'est la seule réponse que je peux vous donner, mais il y a dans la salle des professeurs de médecine, je vois Jacques Bringet, je vois Jean Ripstein, Michel Voisin, Thierry, qui sauront mieux répondre que moi si on peut leur passer le micro sur la façon dont ça s'est passé au cœur même des études. Pourquoi la culture générale, enfin, ce qu'il est beau d'appeler les humanités ont disparu. Oui. Alors, je voudrais juste faire un petit commentaire. C'est que la culture générale,
c'est une condition nécessaire, peut-être, mais elle n'est pas suffisante. Je vais vous prendre 2 exemples. Le premier, c'est que nous avons tous eu des patrons qui étaient des gens extrêmement cultivés et qui étaient insupportables avec les malades. Donc l'un ne va pas avec l'autre. La deuxième, pour faire la critique, c'est qu'il faut regarder, c'est un exemple, mais de ce que nous raconte Proust, lui-même fils de médecin et lui-même très malade. Eh bien, justement, il se pose cette question du médecin cultivé qui serait empathique et du médecin technicien qui ne le serait pas. Et il se trouve qu'il met 2 médecins en scène. Il y a premièrement le docteur Cottard. Le docteur Cottard, c'est un personnage insupportable. Il est fat, il est prétentieux, il court les salons pour avoir tous les honneurs, mais il s'occupe de ses malades. Et c'est le seul qui arrive à traiter le narrateur parce qu'il lui prescrit un régime que le narrateur ne veut pas suivre, la grand-mère ne veut pas lui donner, mais il leur dit, il insiste, il dit « mais il n'y a que comme ça que vous n'arriverez, et ne me cassez pas la tête », et voilà. Et à la fin du compte, le narrateur est guéri. C'est une chose, je vais un peu vite, c'est un peu caricatural. Le deuxième, c'est le docteur Duboulbon. Alors le Boulbon, lui, il est promis à la neurologie française. C'est un élève de Charcot, c'est un type formidable, il est cultivé, il connaît tout, il a tout vu, il parle le latin, le grec, etc. Mais seulement, il est tellement pris là-dedans que quand il voit la grand-mère, on l'appelle parce qu'on se dit quand même, il est promu à tout, on le fait venir pour voir la grand-mère. Et puis la grand-mère, il lui dit, mais ma chère, je vois que vous êtes très cultivée. Et vous êtes comme tous les gens cultivés, vous êtes une nerveuse. Mais acceptez d'être une nerveuse, acceptez, voilà. Et il lui prescrit, bien entendu, d'aller faire de l'exercice, de sortir dans le grand froid, etc. La pauvre, elle est urémique au dernier degré, et évidemment, ça va très mal se passer. C'est pour dire que c'est plus compliqué qu'on ne le croit. La culture générale ne fait pas l'empathie. Ce qui fait l'empathie, c'est l'apprentissage de l'altérité. Et effectivement, la culture générale peut être un moyen d'accéder à l'altérité parce qu'elle vous montre qu'il y a quelque chose que vous prenez, que vous lisez, que vous regardez, qui est plus fort que vous. Et vous lui consacrez du temps. Voilà ce que je voulais dire. Oui, oui. Moi, je voudrais relativiser... Avant, on a une espèce de nostalgie de l'ancien temps. Moi, comme tu l'as dit, moi j'ai connu des gens qui savaient le grec, le latin, qui étaient odieux avec les patients. Voilà. Donc maintenant, je pense qu'on a fait, quoi qu'on en dise, on a fait des progrès dans la prise en charge des patients. Il y a quand même de la part du personnel infirmier, de la part il y a des attitudes qui ont changé. Je parlais tout à l'heure d'un peu dérision des référentiels HAS. Je suis désolé, mais la certification des hôpitaux, au-delà de l'aspect un peu contraint, ça a fait améliorer l'accueil, la prise en soin des patients. Le problème de la culture générale, on ne va pas encore plaquer ça dans les études médicales, non. Hein? Déjà, moi j'ai connu qu'on a plaqué l'hygiène, alors que ça paraît évident d'avoir les mesures d'hygiène quand on s'occupe des gens, mais on a fait de l'hygiène une espèce de truc un peu, on en plaque ça l'éthique. Bon, mais qu'est-ce que ça vient fiche, l'éthique plaquée sur la médecine? Je veux dire, la médecine, c'est un sport de contact. Bon, et dans ce contact, il y a une manière de parler, une manière de se présenter, une manière d'être. Voilà. On parle de nos patrons. Je parlais tout à l'heure de mon patron André Bertrand. Quand il examinait un patient, et à l'époque c'était les visites à 10 personnes. Maintenant vous faites ça, vous pouvez aller vendre des poireaux au marché, quoi. Hein. Vous êtes sur les réseaux sociaux, vous êtes bon. Ben quand il examinait le haut, il baissait, il couvrait le bas, et inversement. Et ça, c'était un des rares à le faire. Hein? Moi, j'ai vu arriver quelqu'un avec une roséole syphilitique à poil devant 15 étudiants. Bon. Eh bien, maintenant, c'est plus possible. Donc, on a fait des progrès. Et la culture générale, justement, c'est pas en première année de médecine qu'on va commencer à lire Ricoeur ou autre. Je veux dire, on l'a ou on l'a pas, quoi. Mais ça peut s'acquérir au cours du temps, parce que quand on se prend des râteaux dans notre métier, ça nous oblige à penser ce qu'on fait. Et si on pense les bêtises qu'on a faites, eh bien, on peut peut-être avoir un retour sur soi et se dire, bon, là, j'ai pas été bon, pourquoi j'ai pas été bon? Et
et la culture générale fera partie de cette remise en question, et pas uniquement la culture générale comme une discipline ou un professeur de culture générale. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas une question de posture qu'il faut se poser? Moi, je suis très étonné de la place qu'on met à dire aux gens de se protéger et de toujours rester à distance. Alors, il y a distance physique, c'est un aspect des choses, mais en clair, voilà, de se détacher de ce qui fait leur métier. Et en fait, il y a la distance, peut-être il faut se protéger, mais quelle est la valeur de l'engagement? Est-ce que c'est pas ça qui rend ce qu'on fait passionnant, motivant? Et pour moi, il y a quelque part une dualité qui je trouve, qui met les gens en retrait et qui fait perdre beaucoup de la valeur de notre métier. Alors, merci pour votre question qui est magnifique. Effectivement, l'engagement est présent. Je pense pouvoir dire que quand on s'engage à devenir soignant, c'est qu'on accepte cet engagement et que ce soit les jeunes médecins, ceux d'âge moyen ou les plus anciens dont nous sommes, en règle générale, il est toujours présent. C'est exceptionnel de rencontrer un médecin qui n'a pas cet élan vers l'autre que vous appelez l'engagement. Par ailleurs, nous avons affaire depuis 2 jours à un colloque de très haut niveau sur le plan de l'humanisme. Tous les orateurs qui ont parlé nous ont arraché des larmes. Je parle avant moi-même. Je parle d'Olivier, je parle de Philippe Barthès, je parle de la lecture à voix haute de Régine, les mots de Pierre Lecause, etc., etc. Hier, la présentation de Thierry qui a mis la barre très haut pour démarrer les journées. Ça a été difficile de suivre derrière. Donc on est un faux exemple de la médecine. Mais, Olivier, c'est aux jeunes médecins, c'est aux jeunes générations que nos discours s'adressent. Les jeunes médecins, ils ont vu une patiente femme en tant que gynécologue pour la première fois de leur vie, en regardant le fond de leur utérus à travers un hystéroscope, avant de leur serrer la main dans l'encadrement d'une porte. Les jeunes médecins, ils sont entrés dans l'acte médical, dans l'exercice de la médecine, directement par la technique. Donc, nous sommes tous en train de proposer à votre réflexion des moyens pour ramener de l'humanité dans le soin. Tout ce que tu dis est juste, mais il y a une chose que tu ne peux pas nier, c'est les chiffres. 80% d'entre eux vont mal, 41% d'entre eux se sont posé la question d'arrêter leurs études et de changer de métier, et 30% d'entre eux regrettent le choix qu'ils ont fait. Donc, l'idée de la bibliothérapie, de la médecine narrative, du bel emploi des mots, de la culture générale, cette idée, c'est de passer à travers, non pas la culture en elle-même, on ne va pas leur faire lire Victor Hugo pendant 10 heures toutes les semaines et pendant 7 ans d'études. Notre idée, c'est d'utiliser ce pouvoir que tu ne peux pas nier, mais que toi tu avais de façon innée, peut-être nous aussi, mais peut-être pas eux, ce pouvoir de la langue, ce pouvoir du langage, pour réintroduire cette dimension nouvelle et pour permettre d'entrer dans une chambre en ayant cet espace de protection que la lecture crée, que l'accompagnement par le langage de Philippe Barthès crée, qui leur permet de se confronter à l'autre, à la douleur, à la peur et à la mort sans se mettre en danger. Et à ce moment-là, de leur tendre la main. C'est ça l'idée. Juste très très court. J'entendrai des regards que vous croirez muets. Et ça, c'est aussi l'attitude des gens. Il faut qu'on termine. Jean, tu veux poser une question ? Non, on m'a donné le micro, etc. Je ne peux pas poser de questions vu le temps qu'on a. Mais Olivier, je suis tout à fait d'accord, sauf que la conclusion de ton topo, c'était quoi ? C'était la comparaison de 2 tableaux. Donc, je veux dire, Hippocrate dit la médecine s'apprend du malade. Les étudiants actuels ne voient pas assez de malades, et une des raisons, c'est le nombre, parce qu'on est en train d'essayer de rattraper le numerus clausus, etc., et on a une masse de gens,
mais tu apprends, et tu apprends en commençant, comme nous l'a appris Locke au XVIIe siècle, quand il est passé par la sémiologie. Et l'entendement humain, selon Locke, c'est quoi? C'est l'éthique, la pratique, la sémiotique. Donc, je veux dire, tes deux tableaux, tu passes un quart d'heure sur tes deux tableaux avec un étudiant en médecine et tu leur apprends à lire ce tableau. Donc, c'est pas la culture générale pour savoir combien de vers de Victor Hugo ou de Racine tu vas apprendre. C'est juste de regarder le monde et de l'interpréter, de savoir qu'au-delà de l'image, il y a quelque chose qui se passe. Au-delà du symptôme, il y a le malade. Et le symptôme, c'est... Peut-être je vais dire juste une petite chose. C'est entre professeurs, là. La sensibilité et non pas par des idées. On va laisser Régine dire un mot. Juste une petite chose. Moi, je voudrais dire qu'il faut quand même... Il manque un maillon entre culture générale et soins. Il manque, à mon avis, à mon sens, la propre créativité de la personne. Moi, je forme beaucoup de médecins qui ont très peur des livres. C'est leur peur des textes. Ils ont peur que dans les livres, il y ait des choses qui ne les regardent pas. Et même les paramédicaux, oh là là, ça c'est des trucs de littéraire. Il y a toujours cette dichotomie entre le littéraire et le scientifique. Or, c'est justement ce qui peut faire la différence, c'est la créativité de chacun. C'est pour ça peut-être que la médecine narrative est intéressante, mais on avait ça avant avec de l'écriture de soi, avec tout ce travail sur soi. Et la culture générale, elle ne peut pas être plaquée. On apprend, on cherche, on fouille uniquement quand on travaille pour soi, quand on est dans le récit de soi. Et donc c'est pour ça qu'à mon avis, il manque un maillon et que ce maillon, ce serait créativité. Voilà. Voilà, c'est le mot de la fin. Nous nous retrouvons cet après-midi.